Donc, le meurtre du cinéma, et je vais commencer par le parti pris de l'écriture. Selon Duras, la vie contemporaine est une absurdité totale qu'il faut néanmoins vivre et que seule l'écriture lui aura fourni la force d'affronter. Toute ma vie, j'ai écrit, comme une andouille, j'ai fait ça. C'était la seule chose qui peuplait ma vie et qui l'enchantait. Je l'ai fait, l'écriture ne m'a jamais quittée. Marguerite Duras a en effet passé toute une vie à écrire sur des personnages fictifs et sur des personnes réelles, difficiles chez elle de dire où est la différence, puisque le monde parlé et écrit par Duras refuse toute distinction entre réalité et littérature. Ce qui frappe dans ses entrevues, comme dans l'ensemble de ses textes, note Catherine Mavroukakis, c'est sa capacité à parler, à écrire, toujours, partout, sans répit, en écrivain. En elle, la littérature ne se repose pas. Écrire pour Duras, c'est se mettre à l'écoute de la réalité, celle dont on n'ose pas admettre qu'elle est de ce monde, et qui se voit exposée chez les personnes et personnages dans son œuvre, dont le comportement menace les limites de ce contre quoi se protège une société bienséante. Écrire, c'est ouvrir à l'impie et à l'interdit, dit Duras, pour que l'inconnu des choses entre et se montre. Au bien de la cité, dit Mavroukakis, Duras, qui se voit comme un médium, oppose ainsi un autre bien, celui de l'inavouable. Écrire impliquera donc pour l'écrivain une profonde solitude, car, explique Duras, pour se libérer de ce qui est connu et s'ouvrir à ce qui ne l'est pas, l'écrivain doit se retirer du monde, s'isoler des autres, être disposé à accueillir ce qu'elle appelle l'amplitude du malheur. Ça rend sauvage l'écriture, ça va très loin, c'est à devenir fou, dit-elle. Quand j'écrivais Le Vice-Consul, j'étais un peu plus que les autres gens, fatiguée de vivre. C'était, poursuit-elle, le travail le plus difficile de ma vie. Car, dit Duras, écrire, c'est pas seulement l'écriture. L'écrit, c'est l'écrit des bêtes la nuit, ceux de tous, la vulgarité massive, désespérante de la société. C'est pourquoi elle dira aussi que pour aborder l'écriture, il faut être plus fort que soi, plus fort que ce qu'on écrit. La crise de la modernité, l'indicible et la disparition de la communauté. Notre époque est, dit Duras, une époque très pauvre. On ne sait plus ce qui compte vraiment. Duras dit d'autre part regretter les possibilités qui d'antan étaient encore envisageables et qui aujourd'hui ne le sont plus, tout en insistant qu'il faut néanmoins aller de l'avant. Parmi les possibilités regrettées, elle insistera sur celle de Dieu. Rien ne remplacera Dieu. C'est une notion absolument irremplaçable, magnifique et essentielle, géniale, mais ajoute-t-elle, du moment qu'il n'existe pas, il n'existe pas. Puis, lucide et résolue, ce n'est pas parce que Dieu n'existe pas qu'il faut se tuer. Je pense que c'est parce que Dieu n'existe pas qu'il faut s'en foutre, qu'il faut être dans le gai désespoir, que Dieu n'existe pas. C'est un peu difficile à admettre, mais je pense que c'est quand même assez clair. Le gai désespoir, donc. Les personnages que Duras met en scène sont, comme on sait, le plus souvent traversés par une souffrance dont ils ne connaissent pas l'origine et qui se refusent à la parole. Attelés donc à une douleur qui ne se laisse ni exprimer ni partager, les personnages durassiens se découvrent sans recours devant le fait de l'indicible. Comme par exemple la Française dans Hiroshima mon amour, qui n'ayant jamais parlé de la perte douloureuse de son amant, tentera, 14 ans plus tard, lors d'une rencontre fortuite, de partager cette expérience pour découvrir qu'elle est incommunicable. Ou comme ces personnages qui, chez Duras, poussés à bout, crient. On peut ici citer le cri de Lolvestein, celui du vice-consul d'Aldebaran, cri, appel du désespoir auquel personne ne saura répondre. Et cet indicible qui hante l'univers de Duras est, dit-on, une des marques de la modernité, selon laquelle il ne serait plus possible de raconter, ni d'espérer qu'un temps viendra où on pourra de nouveau raconter. Crise qui déjà, pour Walter Benjamin, annonçait le retrait de l'individu et la dissolution de la communauté. Selon Benjamin, le conteur, autrefois, fondait la communauté en assurant la transmission de l'expérience et de la tradition d'une génération à l'autre. Au XXe siècle, cependant, l'écriture est devenue de moins en moins communicable.
Comme si, dit Benjamin, nous avions soudain été privés d'une faculté que l'on croyait inaliénable, celle d'échanger des expériences. C'est donc ainsi que la figure du conteur et la communauté qui se formait autour de lui auraient peu à peu disparu pour céder la place au romancier dont l'écriture, chez Duras, rejoint l'expérience. Voici Benjamin. Le conteur emprunte la matière de son récit à l'expérience, et ce qu'il raconte devient expérience en ceux qui l'écoutent. Le romancier, lui, est isolé, car le lieu de naissance du roman, c'est l'individu dans sa solitude qui ne peut plus traduire sous forme exemplaire ce qui lui tient le plus à cœur. Écrire un roman, c'est donc exacerber dans la représentation de la vie humaine tout ce qui est sans commune mesure. Fin de citation. On a dit des personnages durassiens qu'ils étaient sans recours devant le fait de l'indicible. Or, Duras, qui dit de l'écriture qu'elle lui a donné la force de vivre, dira d'autre part que si le personnage d'Anne-Marie Streeter finit par se suicider, c'est parce qu'elle n'écrit pas, qu'elle n'a pas eu l'écriture pour la sauver. Écriture dont Duras dit l'importance en expliquant s'être trouvée au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et d'avoir découvert que seule l'écriture la sauverait. Or, pour comprendre la force que Duras attribue à l'écriture, il faudrait aborder ce qu'elle appelle le désir, la force du désir. Selon Duras, le désir relève d'une force qui d'un trait libère l'individu de ses croyances, de ses principes les plus solidement enracinés, pour le livrer à un inconnu impondérable. Force dont se rapprocherait l'écriture qui, entraînée dans un mouvement de perpétuelle reprise, ne peut venir à bout de ce qui cherche à se dire. Le désir, personne ne sait ce que c'est, affirme Duras. C'est une pulsion d'une force fondamentale dont on ne connaît pas la nature. Et afin d'illustrer ce qu'elle veut dire par là, Duras évoque l'exemple d'Abraham qui, répondant de l'ordre de Dieu, dans l'aveuglement le plus total, le noir le plus total, part tuer son fils. Comparable par là à l'aveuglement dans lequel se retrouve Abraham, Duras dit du livre qu'elle ne sait pas ce que c'est, que personne ne le sait. Le livre, c'est le plus difficile de tout, dira-t-elle, le pire. Parce qu'un livre, c'est l'inconnu, c'est la nuit, c'est clos. Écrire serait donc pour elle le fait d'un acte de foi. L'on sait que c'est par l'écriture que Duras a cherché, à sa façon, à répondre de l'inanité du monde dont elle dit, bien sûr, qu'aucun Dieu désormais ne viendra nous sauver. C'est donc en ce que la littérature, face à l'impossibilité proclamée de l'existence de Dieu, se donne chez elle à répondre de cette impossibilité qu'elle rejoint le désir. Autrement dit, si écrire comme Duras l'a fait pendant toute sa vie, ça apprend à écrire, mais que ça ne sauve de rien, l'écriture est ce par quoi l'écrivain assume sa solitude. L'écriture est l'appel du cinéma. Duras, on le sait, lorsqu'interrogé sur le cinéma, a toujours insisté sur le rôle incontournable de l'écriture. Selon elle, à la différence du cinéma, l'écriture permet à l'impondérable qu'elle nomme ombre interne de s'écouler au dehors par l'intermédiaire de la parole écrite et d'opérer ce qu'elle appelle la réductibilité du silence, alors que le cinéma, lui, fait remonter la parole vers son silence originel. Et c'est en cela que le cinéma est, selon elle, infiniment inférieur au livre. Et lorsqu'il s'agira pour elle de faire un film, elle dira continuer à écrire. Quand je fais du cinéma, dit Duras, j'écris sur l'image, sur ce qu'elle devrait représenter. L'on sait par ailleurs que Duras disait être à la recherche d'une image passe-partout qui lui permettrait de parvenir au meurtre du cinéma. Pourtant, le cinéma s'est chez elle vu assumer une place importante par rapport à l'écrit, place qu'elle reconnaîtra pour essentielle après avoir filmé India Song. Je cite, « Maintenant, ce n'est plus assez le livre. C'est comme si cela ne cessait pas. Cela cesse seulement avec le film, avec l'image, parce que le livre représente un moment clos, un moment solitaire, qu'il faut ensuite propulser au dehors vers un public plus large. » Le livre et le film, deux étapes donc, devenues pour Duras, sinon complémentaires, du moins toutes les deux essentielles au processus d'une écriture, qui, semble-t-il, ne peut trouver sa résolution qu'en effectuant le passage de l'intérieur vers l'extérieur, de l'individu vers le collectif.
Le cinéma aurait donc à la longue répondu à un besoin de sortir de l'exil de l'écriture pour retrouver une certaine communauté, pour faire appel aussi à un mode communautaire nouveau. J'aimerais ici examiner brièvement l'exemple du film Les mains négatives, lequel, à sa façon, reproduit pour la rendre déconcertante l'expérience quotidienne, à savoir celle d'une indifférence généralisée. Le film débute en plaçant le spectateur devant un écran noir qui, au bout d'un certain moment de silence, se voit accompagné d'une voix, celle de Duras, dont le texte commence ainsi. On appelle mains négatives les peintures de mains trouvées dans les grottes magdaléniennes de l'Europe subatlantique. Le contour de ces mains, posées grandes ouvertes sur la pierre, était enduit de couleurs, le plus souvent de bleu, de noir, parfois de rouge. Aucune explication n'a été trouvée à cette pratique. Fin de citation. Puis retour au silence, toujours devant l'écran noir. Aucune explication n'a été trouvée à cette pratique, a dit la voix, ouvrant ainsi l'espace de l'écrit, l'espace du récit. Au bout d'un certain temps, toujours dans le silence, apparaissent alors sur l'écran des plans de rue plus ou moins vides ayant été pris la nuit et à l'aube. Le spectateur se retrouve ainsi, pendant la durée du film, devant des images de voitures qui roulent dans Paris, telles que cela doit se passer chaque nuit. Autrement dit, il se retrouve devant des images du quotidien, où rien ne se passe, hormis l'apparition d'un ou deux passants aperçus ici et là. Rien du moins venant rompre avec la trame de l'ordinaire n'apparaît sur l'écran pendant la durée du film. Et, pendant que Paris continue à lui être présenté dans sa banalité nocturne, la voix de Duras, par bribes, ressurgit pour poursuivre son récit des mains négatives. Les mains négatives placent le spectateur dans une situation que l'on peut dire se rapprocher de celle du désir, dans la mesure où ce qui lui est présenté visuellement se voit privé de son et ce qui lui est raconté lui est visuellement refusé. Autrement dit, ce qu'il voit, des voitures en train de circuler, manque le son de leur déplacement. Ce qu'il entend, une fiction sans rapport avec la réalité qui lui est montrée sur l'écran, à savoir l'histoire des mains négatives inventée par Duras. Manque l'image de ses mains. Comme d'habitude, en tant que spectateur, nous sommes chez Duras confrontés à un cinéma qui, au lieu de chercher à réconcilier son et image, révèle le fait d'une séparation irréconciliable entre eux et dont le sens est à trouver ailleurs. Ce qui m'intéresse dans mon cinéma, dit Duras, c'est de faire des images sur l'irreprésentable. Si vous voulez, ce que je montre, c'est ce paradoxe. C'est cette impossibilité-là. Je montre ce qui n'est pas montrable. Il faut donc chercher ailleurs, regarder autrement. Comme dit la Française dans Hiroshima, mon amour, de bien regarder, ça s'apprend. Le film porte ainsi sur deux réalités distinctes et a priori sans rapport entre elles. L'une contemporaine, captée par l'image, l'autre située il y a 30 000 ans, rapportée par la voix off de Duras. Pourtant, dans le monde proposé par le film, monde habituellement fondé sur une correspondance entre son et image, ces deux réalités, a priori irréconciliables, coexistent et réfutent par là la logique chronologique de la conception traditionnelle du temps, pour se rapprocher davantage de celle de l'histoire qui, chez Benjamin, comprend tout moment vécu depuis le début jusqu'à la fin des temps. Pour Benjamin, rien de ce qui eut jamais lieu n'est perdu pour l'histoire, et la tâche de l'historien matérialiste, consistant à rapporter les événements sans distinguer entre les grands et les petits, sera de percevoir la portée particulière du passé telle qu'elle se manifeste dans la réalité du présent. Par là, l'histoire au sens de Benjamin donne une portée particulière à cette douleur chez Duras, laquelle, dépassant l'expérience des personnages qui en sont atteints, circule et traverse le temps sans jamais trouver de répit. Citons entre autres, en guise d'exemple, celui d'Anne-Marie Streeter qui, dans Le Vice-Consul, dit pleurer sans raison, d'une peine qui la traverse, qu'elle ne saurait identifier et qu'il faut bien que quelqu'un pleure. Peine dont il sera dit dans le texte qu'elle donne le sentiment d'être maintenant prisonnière d'une douleur trop ancienne pour être encore pleurée. À l'écoute de la souffrance du monde, Duras place ainsi le spectateur dans une sorte de présent intemporel où les moments vécus d'époques différentes se côtoient et coexistent.
présent intemporel notamment, réaffirmé dans les mains négatives, dont pour répondre de la nature a priori irréconciliable des différentes temporalités qui s'y chevauchent, Duras dira que pour elle, tout est encore là, comme ça a été, toujours là, depuis toujours. Benjamin, pour qui la conception traditionnelle de l'histoire est insoutenable, assigne ainsi à l'historien matérialiste une tâche de sauvetage, tâche que Duras, qui dénonce l'injustice sociale et cherche à répondre de ceux qui ont été privés de voix, entreprend à sa manière. Pensons de nouveau à la mendiante et au vice-consul, abandonné de tous, dont les cris retentissent dans India Song, car c'est bel et bien toujours et encore des cris qu'il est question chez elle. Puisque je n'aurai pas le temps de faire une analyse détaillée des mains négatives, je vais m'en tenir à quelques remarques qui, j'espère, se rattacheront à ce que j'ai dit jusqu'ici. Tout d'abord, le récit des mains négatives, dont la durée est d'une douzaine de minutes, est construit de bribes elliptiques lues par la voix de Duras, dont voici quelques extraits. Et je ne peux pas lire comme elle, mais ses mains, posées écartelées sur le granit gris, pour que quelqu'un les ait vues. Je suis celui qui appelle. Je suis celui qui appelait, qui criait il y a 30 000 ans. Je t'aime. Je crie que je veux t'aimer. J'aimerais quiconque entendra que je crie. Sur la terre vide, resteront ses mains sur la paroi de granit face au fracas de l'océan insoutenable. Personne n'entendra plus, ne verra. Le désir. Le mot n'est pas encore inventé. Il a regardé l'immensité des choses dans le fracas des vagues, l'immensité de sa force, et puis il a crié. J'aimerais quiconque entendra que je t'aime. 30 000 ans, j'appelle celui qui me répondra. Depuis 30 000 ans, je crie devant la mer. Reprenons. Le travail de Duras répond à un appel dont elle dit ne pouvoir rendre compte que par l'écriture. Transcrit sur la page, l'appel ne sort pas du silence. Il se lit, il se dit, mais il ne se crie pas. Lorsque le récit de ce cri est transposé dans le contexte du cinéma, il est alors soit reproduit, comme celui du vice-consul dans India Song, soit raconté, comme celui de l'homme des mains négatives, par la voix de Duras. L'effet est dans les deux cas différent. Quelque chose passe par l'écoute. Or, le cri qui m'intéresse est celui de l'homme des mains négatives, car Duras, ici, peut-être plus qu'ailleurs, confère à ce cri une valeur abstraite importante. Il s'agit d'un homme qui crie, qui réclame d'être reconnu. Cri désormais anonyme d'un homme ayant, il y a 30 000 ans, laissé la trace de ses mains, laissé la trace de son cri sur la paroi d'une grotte, trace visuelle de son cri devant l'immensité des choses, cri qui, devant l'immensité des choses, appelle comme il est dit, quiconque saura l'entendre, appel proféré qui dit vouloir aimer, aimer déjà, quiconque saura l'entendre. Le récit dit par ailleurs, je cite, « Sur la terre vide resteront ses mains, sur la paroi de granit, face au fracas de l'océan, insoutenable. Personne n'entendra plus, ne verra. » Fin de citation. Duras, qui raconte le récit, est également celle qui dit que du moment que Dieu n'existe pas, il n'existe pas. Les mains négatives, le regard du cri. Pendant que défilent les images de Paris la nuit et que Duras raconte le récit de l'appel des mains négatives dont l'image est refusée au spectateur, un autre récit que Duras ne raconte pas l'interpelle, celui des images qui lui sont données à voir. Ce qui m'intéresse, dit Duras, c'est de faire des images sur l'irreprésentable, de montrer ce qui ne se montre pas. Au sujet des mains négatives, Duras, dans une entrevue, dit que le film est offert aux personnes qu'elle voyait aller et venir pour nettoyer les bureaux, les banques et les cafés pendant qu'elle tournait. Elle voulait offrir son film, dit-elle, aux personnes dépourvues d'identité qui travaillent pendant que les autres dorment et disparaissent, anonymes, invisibles, avant le jour pour leur laisser la place. Et pour terminer, je crois que ces gens appellent autant, ajoute Duras, à être aimés, à être reconnus, comme des êtres vivants tout simplement. C'est ce que j'appelle l'amour qui se dit dans un regard, dans une parole, peut-être aussi dans une caméra. Je crois que ce hurlement de désir est le même qui était proféré devant Dieu. Merci.